Ah, ils vont mieux éteindre. Voilà, donc on a organisé cette soirée en collaboration, en partenariat entre le conseil municipal et le réseau d'éducation prioritaire de Nogent. Donc le conseil municipal qui fournit les locaux notamment, puisqu'on est dans la grande salle de la mairie, qui déroule le conseil municipal, etc. Et donc on va expliquer un peu comment se fait ce partenariat. Moi personnellement, je suis chef d'article, je suis conseiller municipal délégué à la réussite éducative et scolaire. Mon champ de travail, c'est justement comment aider, comment accompagner la réussite scolaire et éducative des enfants, notamment à travers le programme de réussite éducative pour les enfants qui sont en difficulté, et aussi en soutenant les écoles dans leur travail d'accompagnement. Et ce travail est élargi aussi au collège, même si les collèges ne dépendent pas directement de la ville, du département, mais on collabore de façon étroite avec les deux collèges de l'île de Nogent, et on est très heureux de cette coopération qui vraiment se fait dans de très bonnes conditions. Et cette réunion, elle est à la suite d'autres réunions, donc voilà, peut-être vous en parler. Je vais juste me présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu présent ce soir. Je suis Badia Azrari, maire adjointe à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Je connais pas mal de parents présents ici et c'est vrai qu'on travaille tous en collaboration et c'est important de le savoir qu'on travaille avec les collèges, les écoles et la mairie. C'est un ensemble et ça c'est important de le signaler, on travaille main dans la main. Bonsoir, c'est Annie Après, principale du collège de Rario. Le monsieur qui vous accueillit en bas est monsieur Geoffroy Merlot, qui est le principal du collège Berthelot. Donc comme le disaient madame Zrari et monsieur Zakarchouk, nous travaillons vraiment ensemble, et l'école de l'éducation prioritaire et collège, pour assurer une continuité pédagogique auprès de vos élèves. Cette soirée est la troisième qui se déroule de cette manière. 2 soirées l'année dernière ont été organisées au Château des Rochers à destination des familles, parce que nous considérons que le travail avec les familles qui font partie intégrante de la communauté éducative est indispensable à la réussite des enfants. Jusqu'à présent, on a plutôt considéré le passage CM2 6e, donc cycle 3, mais ce travail nous préoccupe depuis les toutes petites classes et depuis le plus jeune âge. Même si pour ma part et pour celle de M. Merlot, nous intervenons surtout sur le niveau collège, nous sommes très conscients que c'est une continuité pédagogique qui doit s'instaurer et surtout que le travail doit commencer très tôt entre tous les acteurs de l'éducation, que ce soit les parents d'élèves, les services de la mairie, de la municipalité et puis l'éducation nationale. Donc c'est vraiment un travail commun pour la réussite des enfants. Voilà. Merci d'être venus. Pour nous, c'est toujours un plaisir d'organiser. On a aussi de grandes attentes, on espère avoir des gens parce que c'est un moment privilégié pour nous de vous rencontrer et puis de pouvoir échanger sur des problématiques que peut-être nous ignorons. Et puis je vais céder la place à Madame Marx immédiatement. Merci beaucoup à la municipalité. Alors bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir les enfants. Je vais un petit peu me présenter pour que vous sachiez à qui vous avez affaire et en quoi je peux prétendre vous apprendre des choses. Donc je suis Sylvie Marx, je suis née à Metz, je suis franco-québécoise et j'ai appris toutes les méthodologies psychologiques, on va dire, grâce beaucoup au Québec notamment. Je suis conférencière, psychologue systémicienne familiale, médiatrice pénale familiale conjugale. J'ai été directrice de halte garderie, directrice de centre de jeunes de 18 à 26 ans, directrice de centre aéré intercommunal. Excusez-moi, je fais de la technique. Et j'ai eu dans ma vie, parce qu'on a tous des missions de vie, à élever 7 enfants. J'en ai fait 2 et 5 autres qui ont perdu leur maman et qui m'a valu une grande expérience. Quand on devient maman de 7 dans sa vie, c'est déjà une grande expérience. Donc voilà. Ceci dit, aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous parler de la parentalité. On va regarder ensemble. Alors, j'ai une petite question technique. Est-ce que nous avons besoin du micro? En général, on me dit que j'ai une voix qui porte. Alors, on va essayer sans et vous allez me dire si c'est mieux ou pas.
Est-ce que c'est possible également comme cela? Vu que c'est filmé, il faut parler avec le micro. Bon, on a des enregistrements, alors je cause oblige. Ok, alors on va laisser l'enregistrement. Si je peux m'en débarrasser tout à l'heure, je le ferai. Alors je vais vous demander juste de prendre soin de couper votre portable le temps de la conférence. Je vais vous informer que vous avez des petites feuilles sympathiques blanches neutres sur votre siège, que vous avez des stylos à disposition et vous avez une urne sous la jolie fleur qui est là-bas. On fera une petite pause boisson. Et à cette pause boisson, vous pourrez mettre vos petites questions. Je pense qu'il y en aura forcément. Et donc, de ce fait, vous aurez des questions à mettre dans l'urne et j'y répondrai à la deuxième mi-temps, on va dire. Voilà. Alors, je vais tout d'abord démarrer par les places respectives. Les places respectives du père, de la mère et de l'enfant ne sont plus les mêmes qu'il y a un siècle. Les rôles fondamentaux et la situation de l'enfant se traduisent par une multiplicité d'histoires. Nous avons tous notre histoire de vie, dans une société en mutation qui cherche un sens et des repères. Il me semble important de rappeler les bases de la fonction maternelle et les bases de la fonction paternelle. Dans les premiers mois qui suivent la naissance, la fonction maternelle est surtout nourricière, alors que la fonction paternelle est celle du tiers qui vient couper le lien fusionnel mère-enfant. Au Québec, on l'appelle le repère en deux mots. On l'écrit repère pour couper le lien et pour donner des repères à l'enfant. Ensuite, le rôle des parents est de favoriser la sociabilisation, l'autonomie de leur enfant. La complexité des fonctions parentales est réelle puisqu'elle est diversifiée. En fait, ce qu'on va se rendre compte, et je suis devenue spécialisée en décodage biologique également de la maladie, puisque j'ai vécu un cancer au niveau gynéco et je suis allée comprendre qu'il y avait des liens physiques aux liens psychiques. Aujourd'hui, je me suis plus spécialisée dans le décodage. En fait, on va d'abord commencer par notre corps mental, ce que l'on pense, notre corps émotionnel, ce que l'on ressent, notre corps physique qui va traduire notre psychique et notre soi profond qui correspond à notre corps spirituel. Quand vous prenez ma petite carte de visite, je vois qu'il y en a qui veulent noter beaucoup. Si vous me demandez par mail, vous recevez toutes ces petites choses-là. Je suis ravie de semer des petites graines. Comme je dis toujours, je fais mes conférences avec 3 bougies, je vous dirai après pourquoi, et avec des fleurs, parce que si je sème de belles graines, ça donnera de belles plantes. Voilà. Donc je suis très heureuse de partager. Alors, l'intérieur, c'est le soi profond. Le soi profond, c'est ce qu'on appellera notre spiritualité. Non pas qu'on soit telle ou telle religion, mais notre soi profond, c'est quelles sont nos valeurs d'amour de soi à soi, d'amour aux autres, quelles sont nos valeurs de cœur, d'intuition, d'intelligence, de sensibilité, de compréhension et de savoir. Notre soi profond, il est composé d'observation et également de personnalité. Tout cela, c'est nos valeurs qui nous ont construites. Et en fait, pour cela, je vais démarrer tout en bas par l'échelle d'Abraham Maslow, que beaucoup connaissent. L'échelle d'Abraham Maslow, c'est les besoins de base, les besoins physiologiques, c'est boire, manger, dormir et le comportement sexuel. Alors, à ce niveau 1 du besoin d'Abraham Maslow, on va voir déjà le développement de l'enfant. Comment est-ce qu'il mange, comment est-ce qu'il boit, comment est-ce qu'il dort, et aussi comment est-ce qu'il se touche, puisque selon l'âge de l'enfant, c'est un passage normal et obligé. Puis, si ces besoins sont équilibrés, alors on ira voir un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire des besoins équilibrés? Si ces besoins sont équilibrés, boire, manger, dormir, alors on arrivera au niveau 2. Le niveau 2, ça sera le niveau de sécurité. Mais c'est aussi le niveau de comment je comprends mon enfant, quel besoin de protection, comment je le rassure, comment j'évite le stress de cet enfant. Je vais accueillir l'enfant pour pouvoir lui expliquer. Moi, je fais beaucoup, j'ai 6 petits-enfants, et je fais beaucoup de 8 mais. Oui, je sais que tu voudrais bien jouer à cela, mais peut-être qu'on peut faire ça d'abord. Parce que plus vous allez dire non à un enfant, plus il va entendre le non, plus il va vous dire non. C'est vous qui lui apprenez le non. Donc c'est important aussi à faire attention à cela. C'est que plus on va lui rabâcher, plus on va dire mais qu'est-ce qui se passe? Moi je fais de la consultation
à 80%, et à 80%, j'ai des parents qui viennent en bas âge en disant « Non, mais là, je sais qu'il est à l'âge du non, mais là, c'est épouvantable. Regardez, encore une fois. » Et devant moi, la mère va lui répéter 3 fois « non ». Alors, ça, c'est la base. En communication non violente, ça s'appelle de la CNV. J'ai travaillé avec mon ami qui s'appelle Thomas Dansonbourg, qui est un Belge qui a écrit un livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et Thomas explique bien dans ce livre comment nous pouvons travailler la CNV, la communication non violente. Eh bien, quand on arrive à expliquer « j'entends ton besoin, je comprends que tu aies besoin, que tu aies peur dans le noir, que tu aies besoin d'être rassuré, qu'il y a ci ou qu'il y a ça », alors qu'est-ce qui peut te rassurer? Peut-être le doudou, peut-être le bébé, la poupée, peut-être... Voilà. Et là, déjà, il y a un besoin de sécurité qui va s'instaurer. Alors, on va aller voir que l'échelle du numéro 2, si effectivement elle est rassasiée, on peut arriver au besoin émotionnel, le niveau 3. Le besoin émotionnel, il est en lien avec le besoin d'appartenance sociale, avec le besoin de relation et d'affection, avec appartenir, accepter, être compris, avec l'amour et l'intimité. En fait, ressentir avec l'enfant, expliquer à l'enfant, là je vis ça. Alors, je vais citer des cas concrets. Quand le parent est stressé, l'enfant ressent le stress. Nous, on a pour habitude, j'ai donné beaucoup de conférences sur France, Belgique et Canada, et en Belgique ou au Québec, on a pour habitude, vos enfants sont vos buvards. Ça veut dire que si vous êtes bien, ils vont bien. Si vous êtes mal, ils vont mal. Ça veut dire que parfois, il faut savoir dire là, je vais débrancher 2 minutes parce que je suis vraiment énervée et que j'ai peur de t'en mettre une stupidement. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que le parent, pour avoir de bons enfants, entre guillemets, il faut que le parent apprenne déjà à s'autogérer. Par contre, il n'y a pas de parents parfaits. Il y a des parents vrais, des parents authentiques, des parents qui peuvent dire « ça c'est difficile pour moi en ce moment ». Après, on n'est pas obligé, dans la vie, on va vivre des choses difficiles, que ce soit la maladie, les divorces, etc. etc. On n'est pas obligé d'expliquer tout à l'enfant. Moi, je vois des parents, aujourd'hui, j'ai tout ou rien. J'ai eu des parents où l'enfant devient le confident. À 9 ans, il sait toute l'histoire de la rupture de ses parents. C'est trop. Ou alors, j'ai carrément des enfants qui sont absolument mis à l'écart, complètement, comme s'ils n'avaient rien compris à cette situation. Pour le tribunal, récemment, j'ai fait une aide des 12 conseils pour aider vos enfants dans la séparation. Et la trame est la même que dans le quotidien, sauf qu'on va un peu plus loin dans un cas de séparation, puisqu'on parle du parent fantôme. Il est important de faire exister toujours dans la tête de l'enfant les 2 parents, même si le parent est absent ou si l'un des 2 est absent. Alors, on verra tout à l'heure. Donc j'en suis au niveau 3 de la construction de l'enfant avec les besoins d'appartenance sociale. C'est pour ça d'ailleurs que l'entrée à l'école est à 6 ans, parce qu'il y a justement, ça vient brut pour point, parce qu'il y a justement ce besoin de vie sociale pour l'enfant. C'est là qu'il se construit. Ensuite, on arrivera au niveau 4. C'est un besoin très important, c'est le besoin d'action pour l'enfant, mais qui est le besoin d'estime de soi. Aujourd'hui, par exemple, je vais faire la différence vraiment entre madame qui dit « je t'aime » à monsieur, parce qu'elle va communiquer, et monsieur qui va dire « moi j'ai fini la cuisine pour toi », ou « j'ai mis le carrelage », ou « j'ai fait tel bricolage ». Et madame, elle attend le « je t'aime » toute sa vie, il ne viendra pas, et monsieur, il attendra que madame, elle fasse des actions comme lui ou avec lui. Donc ça veut dire qu'il est vraiment important déjà de comprendre que la communication entre papa et maman, elle est déjà différente. Papa a tendance à aller dans l'acte. Parfois, maintenant, les rôles sont inversés. Moi, j'ai une belle fille qui fait beaucoup d'actions et le mari qui fait la cuisine et les rôles sont inversés. Pourquoi pas? On s'y retrouve aussi comme ça. Il n'y a pas, justement, c'est ça aussi être parent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas, du moment que le couple y trouve son compte, il n'y a pas de valeur précise de il faut, on doit, c'est bien dommage de pouvoir dire ça. Alors ce qu'on va regarder, c'est que ce besoin d'estime de soi, de dignité, de reconnaissance, de réussite, de respect, eh bien on l'abîme en fait. On l'abîme très vite avec nos enfants dans ce besoin d'estime de soi, parce que tu ne sais pas faire ça. Je vais citer un exemple. J'ai eu en consultation mercredi, comme tous les mercredis, j'ai eu des enfants en consultation, et puis je fais faire un petit test de 6 dessins, un test québécois, psychotechnique, et avec ce test de 6 dessins, je vois plein de choses sur l'enfant et la maman, et le papa.
Et à peine je donne un petit stylo à la maman, et la maman regarde son fils qui a 8 ans et elle dit « mais il ne sait pas dessiner ». Je dis « c'est un dessin qu'on fait faire de la maternelle à la maison de retraite. Et il n'y a pas besoin de savoir dessiner, même s'il veut faire un trait, c'est savoir dessiner ». Donc déjà, ça veut dire que qu'est-ce que fait la maman? Elle colle une étiquette à l'enfant. Tu ne sauras pas dessiner. Tu ne seras jamais bon en dessin. Comment cet enfant, si un jour veut faire de l'art plastique ou du dessin? Alors c'est inconscient tout ça. Je lui ai juste fait remarquer en disant non, si, c'est très bien dessiné, pourquoi tu trouves ça? Regardez, etc. L'enfant, il avait la banane jusque-là, en disant ben oui. Et elle m'a dit mais j'ai pas vu. Vraiment, j'ai pas vu, Sylvie, que je lui disais ça. Alors on fait plein de choses comme ça en fait. Inconsciemment, on castre un petit peu nos enfants aussi. Donc je crois que la base d'être un bon parent, quand on dit être parent, c'est pas si simple, eh bien c'est de regarder les mots MOTS et les mots MAUX. Quels mots on fait passer. En plus, nous avons 90% de langage non verbal. C'est énorme ça, 90%. Alors, ce qu'on va regarder, c'est que nous allons souvent dans le faire, dans l'autoréalisation, le besoin de création, le besoin de donner un sens à sa vie, le faire. La première chose que m'ont appris les Québécois quand j'ai été malade, quand je suis allée pour me faire soigner, puis que je suis allée dans la famille, ils m'ont dit, tu vas apprendre à faire du rien. Faire du rien? J'ai dit, mais ça, je ne connais pas, qu'est-ce que ça veut dire faire du rien? Et faire du rien, oui, systématiquement, j'ai l'accent. J'ai dit, je ne connais pas faire du rien, c'est quoi? Et en fait, ils me disent, vous les Français, les maudits Français, vous êtes tout le temps en train de faire. Et du coup, vous n'allez pas dans le être. Et c'est tout à fait vrai. Ça veut dire que, est-ce qu'il n'y a pas des moments donnés où on peut se dire, on reste en famille puis on ne fait rien? On peut se dire, on passe un dimanche, on a déjà tant à faire qu'on ne fait rien. Voilà. Et ça, c'est des temps qui sont très importants et on verra plus tard que c'est des temps constructeurs de l'imagination de l'enfant aussi. Donc, ça, c'est pour expliquer un petit peu l'échelle d'Abraham Maslow. Après, je pourrais aller bien plus loin dans les besoins psychologiques. Je vais rester un petit peu sur le couple parental dans un premier temps. Donc au départ, dans notre fameux couple parental, la femme est d'abord mère, puis ensuite elle est femme, puis ensuite elle est maîtresse. Il faut qu'elle ait bien dormi, qu'elle aille bien, pour être bien et pour avoir envie d'une sexualité. Alors que l'homme est d'abord amant, parce qu'il a des érections et des pulsions, donc ça le rappelle à lui et à sa sexualité. Il est d'abord amant, puis il est mari, puis il est père. C'est complètement différent. Ce qui fait qu'il faut que le couple se retrouve. Moi, je conseille au couple, toujours dans mes consultations, de dire « Retrouvez-vous en couple au moins une fois par semaine en disant c'est un soir dédié au couple. Un soir pour le nous. » Donc ça veut dire que ce qui va construire, ce sont les rites, les rituels. J'ai une petite fille de 2 ans qui habite tout près. Et à partir du moment où elle est née, j'ai dit à ma fille